Je vous propose d'accueillir sur le plateau, il va s'installer en direct, notre invité, il va nous permettre d'échanger, de continuer. Jean-François Copé, bonsoir. Je vous laisse vous installer, ancien ministre, maire Les Républicains, 2 mots en Seine-et-Marne. Merci d'être sur le plateau de BFM jusqu'à minuit. En préparant votre arrivée, j'ai remarqué qu'au lendemain de la censure du gouvernement de Michel Barnier, vous disiez on ne pourra pas tenir comme ça jusqu'en 2027. Est-ce que ce soir, vous êtes un peu plus optimiste après cette journée quant à la suite? C'est 2 choses différentes. En réalité, là, on continue d'organiser la survie, on continue de vivoter, et donc là, on avance mètre carré par mètre carré, et là, il semble qu'on arrive finalement à voter un budget. Mais enfin, il ne faut pas se tromper. Quand je vous dis qu'on ne peut pas tenir comme ça jusqu'en 2027, c'est parce que pendant ce temps-là, le reste du monde évolue, qu'il y a des dangers considérables partout, et que nous ne sommes même pas capables aujourd'hui de nous dire qu'on peut voter le moindre texte de loi sur tout ce dont on a besoin, l'immigration, l'éducation, les grands sujets sociaux, les grands sujets économiques. Nous n'avons aucune majorité pour le faire. Parce que il y a des gens à la tête de l'État qui pensent que ce qui compte, c'est de se maintenir à n'importe quel prix et qu'on peut rester comme ça jusqu'en 2027, c'est-à-dire plus de 2 ans, sans rien faire. Comment ? Vous pensez à Emmanuel Macron ? Écoutez, je ne sais pas si tout ce petit monde se rend compte quand même de la gravité de la situation, parce que vous en faites le commentaire avec beaucoup de sagesse, et à juste titre. On le lit, pas tout le temps, en tout cas moi quand je vous vois, mais ce qui est sûr, c'est que pendant ce temps-là, vous avez au sommet de l'État des gens qui continuent de faire comme si rien ne s'était passé. Tout est bloqué. C'est-à-dire qu'on fait tous semblant en réalité. Et c'est ça qui, quelque part, me laisse à penser qu'on ne tiendra pas comme ça jusqu'en 2027. Je vous interromps, mais pour vous écouter, voici ce que vous disiez justement sur Emmanuel Macron. On est tous, de LFI au RN, en passant par LR et les macronistes, on est tous victimes de cette dissolution qui ressemble à rien et dont on paye tous les jours le prix. Bon, il n'y a plus qu'une solution pour résoudre le problème, qu'une seule. C'est une nouvelle élection présidentielle, il faut qu'elle soit anticipée, parce qu'il n'y a que Emmanuel Macron qui ne s'est pas rendu compte, mais il va bien falloir qu'à un moment ou un autre, ses amis ou ceux qui l'aiment bien le lui disent, il ne s'est pas rendu compte qu'il ne peut pas tenir jusqu'en 2027. Bruno, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ça équilibrerait ce qui est aujourd'hui déséquilibré pour M. Est-ce que c'est envisageable? C'est Emmanuel Macron de nous le dire. Est-ce que c'est souhaitable? Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'on en a déjà discuté avec Jean-François Copé. Je pense que ce serait un mauvais coup pour les institutions quand même, puisque ça veut dire qu'à un prochain mandat, n'importe quel président, dans la difficulté, se retrouverait sous pression maximum et du coup, en quelque sorte, presque acculé à la démission. C'est vrai que la dissolution est un sale coup. C'est la deuxième manquée. On avait déjà eu la dissolution de Jacques Chirac. Mais enfin, derrière, on s'était quand même, on avait quand même enchaîné ça. Je sais, c'est différent parce que la gauche a une majorité absolue à ce moment-là. Elle gouverne, ça change tout, on est d'accord. Mais là, est-ce que non, je ne crois pas que ce serait. Le problème, c'est de se dire, est-ce que le macronisme est un accident de l'histoire et que finalement le macronisme ou la recomposition dans le bloc du centre est un accident de l'histoire, ou est-ce qu'il y a une recomposition durable de la vie politique? Moi, je pense qu'il y a une recomposition durable de la vie politique et que ce qui permettait jusqu'alors aux institutions de fonctionner en alternance, c'est-à-dire il y avait une dissolution, soit la majorité revenait, elle était relégitimée, soit l'opposition venait, gouvernait à son tour, on l'a vu avec Lionel Jospin. Je reviens à l'idée que tout à l'heure je développais. Et là, si le président part, le paysage politique ne changera pas. Roselyne, vous trouvez que Lombard et Retailleau, par exemple, le ministre de l'économie qui est pour les impôts, contre les réductions de dépenses publiques, contre la réduction du nombre de fonctionnaires, et Bruno Retailleau qui est plutôt à la droite de la droite, vous trouvez que de manière durable, ce genre de personnes avec des idées aussi différentes, il faut qu'elles gouvernent ensemble. Il faut qu'on continue comme ça. Non, mais c'est pas le sujet. Il y a plein de pays européens où c'est le cas. Que cette recomposition est durable. Je trouve qu'elle aboutit à ce qu'on fasse du surplace. Ce n'est pas le sujet, parce que ce ne sont pas les hommes et les femmes politiques qui décident. Ce sont les électeurs qui décident. Et je pense personnellement, mon cher Charles, que la tripartition du paysage politique français, elle va durer. Elle va absolument durer. De ton avis. Jean-François Copé, votre analyse avec Jean-François Copé pour dire arrêtons cet immobilisme en marche.
parce que c'est vraiment là-dedans. Rien pour l'arrêter. On est encalminé dans la pétole la plus totale, mais je crains la fort... La pétole, c'est quand il n'y a pas de vent. Je crains fort, malheureusement, qu'une démission du président de la République ne débouche pas sur un plus Jean-François Copé, écoutons-le. Il puisse avoir une majorité. Non, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous acceptez pas les uns et les autres de rentrer dans mon raisonnement et de le décortiquer un peu plus. Non, mais franchement, allez-y. Je suis quand même pas l'excité de service. Que Le Pen ou Mélenchon demandent ça toute la journée, c'est pas étonnant. Si moi je l'ai fait, j'ai proposé un raisonnement. Bon, je comprends bien. Quand j'entends Bruno nous dire ça abîmerait les institutions, je suis obligé de lui dire, cher Bruno, je dis, si on trouve que les institutions elles sont pas plus abîmées aujourd'hui, alors je sais pas de quoi on parle. Tout ce qui se passe est institutionnel et constitutionnel. Il y a rien de particulier. La 5e République, qui est la constitution la plus solide d'Europe occidentale et de toutes nos démocraties, parce qu'elle donne une vraie efficacité au gouvernement pour gouverner pendant 5 ans, repose sur un principe que Roselyne connaît comme moi par cœur, c'est qu'il faut une majorité absolue. Si le président a une majorité absolue, il peut pendant 5 ans mettre en place son projet, et au bout de 5 ans, stop ou encore. Là, et c'est là-dessus que je veux insister, tout a été complètement perverti. C'est-à-dire que c'est maintenant que les institutions sont abîmées, parce qu'un président de la République a joué avec le feu, et qu'il n'assume pas qu'il a déclenché l'incendie. Mon point est le suivant. Si nous ne pouvons pas aller comme ça jusqu'en 2027, c'est-à-dire se payer 2 ans et demi d'impuissance totale, c'est une folie. Donc, il y a un budget. Et quel est le candidat qui peut avoir une majorité absolue demain ? Donc, en 2027. Moi, mon point, il est très simple. Là, c'est Marine Le Pen. Il est très simple. L'élection présidentielle, elle précède l'élection législative. Il est indispensable que, là où on a imposé aux Français un choix incompréhensible aux dernières législatives, en leur disant « il faut faire barrage à Le Pen, mais pas complètement à Mélenchon. Ah ben mince, on a fait trop d'alliances avec Mélenchon. » Et on a le désordre qu'on voit là. Il faut dire aux Français, nous faisons une élection présidentielle anticipée, pas tout de suite puisqu'on ne peut pas dissoudre, mais d'ici 3 mois on pourra dissoudre, dans lequel on dit aux Français, vous allez avoir un choix. Alors vous allez me dire, bah oui, Le Pen ça y est, Mélenchon c'est prêt, et le reste, eh bien ça obligera la droite de gouvernement à se bouger, parce que je vais vous dire une chose, que personne ne veut entendre. La droite de gouvernement, écoutez-moi, que personne ne veut entendre, c'est que si nous allons comme ça jusqu'en 2027, chacun va sortir sa petite écurie, chaque candidat, et on en a 7 ou 8, ils vont chacun aller faire leur prêt à la Société Générale ou à la BNP. Et une fois que le prêt il est contracté, que les dépenses sont engagées, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Donc on est cuit. En revanche, si on précipite les choses, cela obligera à aller très vite et à regarder quel est le candidat le mieux placé. Et dans ces cas-là, on a 48 heures pour décider et tout le monde se rassemble parce que celui qui est diviseur, il devient le Madame Taubira de 2002 qui a fait perdre le C'est qui la droite de gouvernement pour vous dans le cas que vous évoquez là? Écoutez, ça m'amène à dire une chose, c'est que je ne pense pas que Bruno Retailleau soit à la droite de la droite. Bruno Retailleau est à droite. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce que moi, la droite de la droite, ça me fatigue autant que la gauche de la gauche. Soit on est à droite, soit on est à gauche, soit on est à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Il faut appeler les choses par leur nom. Au passage, je note d'ailleurs que l'extrême droite est totalement socialiste sur le plan économique. Parce que le programme de Marine Le Pen... Ça fait un bout de temps sur certaines questions sociales. C'est l'extrême droite sociale, le Rassemblement national, on sait qu'il l'a fait. Il a pris ce virage-là à un moment très clair. Mais c'est vrai que Marine Le Pen a donné récemment une interview très éloquente. Évidemment. Dans laquelle elle tient clairement un discours de gauche. Mais attendez, Charles, on va aller plus loin. Elle avait la possibilité de faire une niche parlementaire en octobre. C'est dit, elle va faire un truc sur l'immigration, l'aide médicale d'État. Non, elle a fait sur la remise en cause de la réforme des retraites. Donc écoutez, moi je veux bien. Enfin, il y a un moment où il faut quand même qu'on arrête de s'extasier devant ces projets qui en réalité sont totalement irresponsables. La même Marine Le Pen, je le dis au passage, dont les militants gauchistes ont insulté la mémoire du père le jour de son décès, mais ça la gêne absolument pas pour continuer de voter avec l'extrême gauche quand il s'agit de censurer le gouvernement. Personne n'a été choqué par cette affaire. Je ne comprends pas, Jean-François Copé. Pourquoi aujourd'hui ce que vous dites, le processus que vous voyez, que vous appelez... Qui est arrivé le jour de la mort de Pompidou. Que vous appelez de vos voeux. Ça fait un moment, là. Pourquoi dans le bloc central, qu'on appelle comme ça maintenant, pourquoi, à votre avis, il se mettrait davantage d'accord que dans 2 ans? Ah, mais je vais vous dire, dans 2 ans, c'est sûr qu'il ne se mettra pas d'accord, parce que chacun va partir. Bon, là... Il y a ce qu'on appelle en politique, vous connaissez tout ça, un momentum. C'est-à-dire le moment où la dramatisation fait qu'on doit décider très vite. Il y aura sans doute un candidat socialiste. Moi, mon point, il est simplement de dire que quand c'est une présidentielle, les Français choisissent un homme ou une femme.
Et donc, ils sont dans une situation d'entendre un programme qui soit simple. Et on a quand même quelques arguments à mettre en avant et à dire aux Français, est-ce que vous avez vraiment envie de vous taper la folie du côté Le Pen ou du côté Mélenchon de ce désordre? Eh bien, Roselyne, je vais vous dire une chose. S'ils en ont envie, ce sera la démocratie. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils auraient moins envie en 2027 qu'aujourd'hui. Bon, donc il y a un moment, il faut appeler les choses par leur nom. La démocratie, c'est aussi le choix de chacun de choisir. Est-ce qu'il n'y aurait pas, alors, dans un deuxième temps, imaginons, OK, il y a un personnage une personnalité qui se dégage et qui arrive à remporter le lot. Dans quel parti? La mise. Non, peu importe, socialiste ou LR, mais pas les deux extrêmes. OK, mais après, il y a des législatives. Oui. Et vous croyez qu'aux législatives, les Français, taquins comme ils sont, ils vont pas... Mais je pense que les Français, ils n'ont plus envie de rigoler du tout, Yves. Moi, je vais vous dire un truc. Il faut arrêter avec le côté taquin des Français. Moi, comme vous le savez, je suis maire de Meaux. Il n'y a personne qui rigole à Meaux. Personne. Tout le monde en a ras-le-bol. Moi, j'ai des entrepreneurs qui sont des patrons de PME, sous-traitants, notamment aux côtés de la plateforme de Roissy, qui sont en panique générale parce qu'il n'y a plus de carnet de commandes, parce que tout le monde est inquiet et qu'il y a des plans sociaux qui se préparent. Vous avez des gens qui sont hyper inquiets de perdre leur boulot. Et pendant ce temps-là, à Paris, on se pavane parce que je rappelle quand même qu'un budget, j'ai été ministre du budget, c'est deux choses. Il y a quelques mesures fiscales qui font les titres à la une. Puis il y a derrière l'État qui doit fonctionner. Évidemment. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus rien qui Mais justement, fonctionne. vous parliez de votre statut d'édile et de maire de Meaux. C'est la question que je voulais vous poser. Parce qu'on dit souvent que les Français, en tout cas quand ils s'expriment, ils disent aux gouvernants entendez-vous, parlez, négociez, accordez-vous. Et en fait, vous dites c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est l'espèce de bloc central, même élargi avec le PS, on n'arrive pas à gouverner. Mais on ne peut Est-ce qu'il n'y a pas un hiatus entre les deux? Vous avez raison, mais attendez, il faut qu'on arrête cette folie d'alliance entre la droite et la gauche. Enfin, il faut qu'on rétablisse un bloc, une opposition classique entre la droite de gouvernement et la gauche de gouvernement. Ça se décide pas, ce sont les électeurs. Non, mais bien sûr que ce sont les électeurs, mais ils le font sur la base d'une candidature. Je le répète, à la présidentielle qui met... Mais oui, mais il n'y a pas de majorité. Mais vous avez raison. Il n'y a que 3 pays en Europe où il y a une majorité absolue. Oui, mais je rappelle que nous sommes le seul pays d'Europe qui élit son président de la République au suffrage universel. Ça change tout. Mais derrière, on s'en était rendu compte. Écoutez, ça change tout. Quand vous élisez un président de la République au suffrage universel, il se fait élire sur un projet, il demande ensuite d'avoir une majorité absolue, et ça s'appelle un raz-de-marée. Et s'il ne doit pas y avoir de raz-de-marée, eh bien ça veut dire que les Français n'en auront pas voulu. Mais il y a un moment où il faut que les choix soient clairs pour eux. Or aujourd'hui, ils ne le sont pas. Parce qu'ils voient faire tout et n'importe quoi et que personne ne s'en satisfait. Dernière remarque, les Républicains, le parti LR a une mission signalée dans cette affaire, parce que c'est quand même la folie de se dire que les Français sont majoritairement de droite et que le principal parti de droite est un fichu de s'organiser. Il est donc capital que dans les semaines qui viennent, nous soyons en ordre de bataille, qu'on décide une bonne fois pour toutes qui est capable de porter cet étendard sans s'embarquer dans des folies de primaires. Là, vous interpellez Laurent Wauquiez, donc. Bah oui, notamment. Qui est en train de noyer un peu le poisson. Et ce serait qui le meilleur candidat? On ne peut plus continuer de noyer le poisson. C'est pas possible. Ce serait qui le meilleur candidat, Jean-François Copé? On verra bien. Moi, je regarderai une chose. Quel est celui qui est en situation de gagner le moment venu? Et qu'est-ce qui nous permet de le voir en réalité? C'est les vagues de sondage. Bon, sinon, on est à côté de la plaque. Si on ne se rend pas compte qu'il y a des candidats qui, aujourd'hui, sont en dessous de la capacité d'être élus, on n'est pas lucide. Mais il n'y a pas un faux enthousiasme de la part des Républicains. On a le sentiment, je me souviens, au premier gouvernement Barnier, il y avait les ministres républicains emmenés avec Laurent Wauquiez. On sentait qu'il y avait un sourire, il y avait quasiment un soulagement de retrouver les affaires. Bah oui. De toute façon. Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu surfait? Oui, c'est pas un peu surfait. Les ambitions que vous avez pour votre camp sont légitimes. Mais écoutez, on a tout loupé. C'était au lendemain de 2022 qu'il fallait la faire, cette coalition. C'était le moment où il fallait le faire. Roselyne dit, c'est sûr, je suis content de l'entendre le dire. Enfin, à l'époque, je me suis trouvé assez seul, moi, pour expliquer que c'était le bon sens. Je regardais ça de tordre je suis pas à LR, moi. Oui, enfin, en même temps, je n'ai pas l'impression que tu sois tellement éloigné. Vous êtes transverse. On peut brûler ce qu'on peut adorer dans la vie, mais enfin quand même. Il y a 12 ans que j'ai On va définir la position de 2012. Ne faisons pas semblant. Bon, donc tout ça pour dire... Non, pour moi, ça a de l'importance. Bon, moi aussi. Tout ça pour dire simplement, et je crois que pour rester sérieux, le véritable sujet aujourd'hui, il est de rappeler qu'on doit être capable, nous, à droite, de proposer un message simple. Le rétablissement de l'ordre dans la rue, à l'école et dans les comptes publics. C'est Bruno Retailleau, l'ordre, et de le progrès. C'est aussi Édouard Philippe. Mais il y a quand même une condition, c'est que le président de la République actuel démissionne. Alors Yves, là-dessus, parce que je crois que c'est bien qu'on en dise un mot aussi, évidemment que c'est de sa décision. Mais moi, je voudrais juste mettre en garde tout le monde.
c'est qu'en réalité, il peut y avoir des signaux d'alerte tels que l'étouffement de la France conduise quand même à lui faire comprendre qu'il doit prendre ses responsabilités. Il y a des options. Il peut y avoir le FMI si on continue à faire n'importe quoi. Il peut y avoir aussi... la BCE, simplement. Ou la BCE. Il peut y avoir aussi, ne perdons pas cela complètement de vue, une grève des ministères. C'est-à-dire l'idée qu'à force de voir des gouvernements renversés tous les mois, peut-être qu'il n'y a plus personne qui va vouloir aller faire n'importe quoi. C'est jamais arrivé, Et enfin, il y a une troisième option quand même. Une option qu'on a connue de temps en temps dans notre pays, parce que les Français, ils sont monarchistes, mais ils sont régicides aussi. Bon, eh bien, on a vu qu'à certains moments, ils étaient capables de sortir dans la rue et d'y aller franchement. Et quand en 1968, le grand général de Gaulle, c'était autre chose que ce que nous avons aujourd'hui, le grand général de Gaulle a vu la France dans l'état d'émeute dans lequel elle était, je vous rappelle qu'il est parti avec sa famille à Baden-Baden en hélicoptère voir le général Massu. Et lequel général lui a dit, regardez les dossiers de l'écran sur les archives de l'INA, Massu racontant, c'est exceptionnel. Et le général Massu raconte, il dit, mais mon général, vous ne pouvez pas rester ici, il faut que vous rentriez. Il a eu un vrai coup de déprime. Il est rentré à Paris. Mais enfin, un an après, il a organisé sa sortie. Charles, est-ce que c'est pas le problème de la... Vous le raconte très bien dans un livre récent. C'est pas le problème de la droite républicaine, c'est qu'on attend quelqu'un qui incarne. Et qu'en même temps, quand on regarde, pardon pour eux, les candidats, mais il n'y a personne qui se dégage visiblement. Mais parce qu'aujourd'hui, de façon très nette. Yves Daudeline, comme ça, c'est pas bon. Je suis pas d'accord. Non, mais c'est une question. En politique, d'abord, plus grand monde ne se dégage aujourd'hui. Ouais. On est dans une période qui est quand même particulière pour la politique. Et moi, ce que je pense, c'est qu'à LR, je veux faire offense à personne, mais je pense que le problème qu'ils ont eu, c'est de ne pas suffisamment se renouveler et du coup de ne pas suffisamment s'adapter à leur époque. Je pense que Marine Le Pen a été très maligne de faire monter quelqu'un comme Jordan Bardella parce que du coup, a adapté son parti et elle-même à la même occasion dans son parti. À TikTok, à Instagram, mais c'est une dictature, aux jeunes. National, c'est pas pareil. Mais peu importe, si vous voulez, on est quand même dans une époque où tout va extrêmement vite et où il faut un tout petit peu s'adapter au changement d'époque. Et moi, je me souviens très bien, même les meetings de Fillon en 2017, je voyais toujours les mêmes gens, etc., qu'on avait vu déjà 500 000 fois. Et forcément, quand on regardait ça et qu'à côté, Macron... Le grand ami de Jean-François Copé. Avait des t-shirts de toutes les couleurs, c'est pas très gentil, un langage sur la start-up, etc. Il y avait quelque chose de plus nouveau du côté de Macron. Donc je pense que la droite n'a pas fait ce travail-là du tout, et que c'est ce travail-là maintenant qu'elle doit faire, que si elle l'avait fait, à mon avis, il y aurait des incarnations possibles. Et je suis pas d'accord avec Jean-François Copé, je pense qu'une primaire ouverte pour la droite, ce serait pas du luxe. En général, les primaires, c'est une catastrophe. Mais oui, mais Hollande a gagné après une primaire. Non, mais j'en fais pas une règle absolue. Hollande a été élu président de la République après une primaire. Alors c'était peut-être une catastrophe pour la France d'ailleurs, mais pas pour les socialistes. Non, mais les primaires ont été plutôt écoutez, objectivement. Moi, je pense que LR souffre de trop de verrouillage, trop de guerre interne, et que justement, il gagnerait à s'ouvrir et qu'une primaire ouverte, ce serait pas mauvais pour s'ouvrir. Non, mais de toute façon, il faut pas qu'on se mente. Le LR d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'UMP que je présidais. Nous avions à l'époque des centaines de milliers de militants et de sympathisants. On avait gagné les municipales dans une vague bleue qui était considérable. Enfin, je suis désolé, aujourd'hui, nous sommes quelques milliers. Donc, les Républicains tels qu'ils existent aujourd'hui, c'est en réalité une force qu'il faut reconstruire. Mais pour la reconstruire, là, je vous rejoins, bien sûr qu'il faut déverrouiller. Et puis, il faut surtout un leadership. Donc, c'est tout ça qu'on doit mettre en place. D'ailleurs, il y a un bureau politique qui va servir à ça, là, dans quelques jours. L'objectif, c'est quoi ? Et il va sortir un grand chef. Mais... Roselyne, ok, depuis le début de notre échange, je trouve ton côté sarcastique, sympathique, légendaire, qu'on aime depuis toujours. Et c'est ça, non mais c'est pas la peine de jouer l'impérium ton descendant avec moi. Non, j'ai aucune chance. Voilà, d'accord. Avec toi, j'ai aucune chance. Mais en revanche... Ça va, Bruno ? Mais en revanche... Bruno est bien. Si on peut faire un plan large de cette séquence-là, Bruno est bien. C'est vrai qu'il y a un moment... C'est un coup classique en dialectique. Tout d'un coup, on dit une méchanceté sur... Ça fait la quatrième, donc c'est pour ça que j'attends la quatrième, et à la quatrième, je me réveille. Bon, donc simplement, la seule chose que je veux dire, c'est qu'on n'est pas à chercher, pardon, on prend l'exemple, le général de Gaulle. Bon, c'est pas le sujet. Bon, parce qu'il faut des circonstances pour ça, qu'ensuite il se révèle et qu'on le voit a posteriori, c'est pas ça notre sujet. Notre sujet, c'est de construire un leadership sur la base de quelques idées simples que les Français attendent. Les Français ne veulent absolument plus de l'homme providentiel. Ils veulent une dynamique qu'on remette, je le répète, de l'ordre et du progrès dans ce pays. C'est le seul objectif. Et c'est à ça qu'il faut qu'on travaille. Je ne vous dis pas qu'on y arrivera. Aujourd'hui, il ne faut pas se raconter d'histoire. Les sondages le disent. Le Pen est en tête. OK.
OK, qu'est-ce qu'on fait? On se regarde mourir ou on se bat? Mais voilà, c'est tout le sujet. 35 jours suffira? Parce que à partir du moment où le président démissionne, en gros, c'est 35 jours. Franchement, 35 jours pour les téléspectateurs qui nous regardent du cas évoqué par Jean-François Copé où Emmanuel Macron démissionne et ce qui se passe ensuite, pardon. 35 jours. Oui, c'est 35 jours. Non, mais je sais bien. C'est juste que pour qu'on comprenne bien pourquoi on parle de 35 jours. Franchement, le débat sera assez, à mon avis, escamoté. Je suis pas sûr qu'on fasse une grande campagne. Mais c'est la raison pour laquelle... Il faut se préparer dès maintenant. Exactement. Bravo, c'est exactement ça. C'est la raison pour laquelle... C'est la raison pour laquelle... Non, mais en fait... Évidemment qu'on est... bravo, là. Évidemment qu'on est en phase. Bien sûr. Qui se prépare à part Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Édouard Philippe. Eh ben, c'est bien pour ça que depuis quelques mois, cher Bruno Jeudi, j'ai mis les pieds dans le plat pour dire il faut se bouger. Ça vous intéresse pas de vous bouger et d'incarner? Qui, moi? Oui. Ah non, mais ils sont 8 déjà, c'est bon. Ah non, mais 8 ou 9, pardon, on ne verra pas la différence. La 9e va mettre tous d'accord. Hein. Non, mais justement, vous dites, s'ils sont 8, il n'y a personne qui se dégage, peut-être que c'est le 9e qui se dégagera. Écoutez, je pense que... Et pourquoi vous êtes contre une primaire ouverte? Ça, je ne comprends pas. Mais tout simplement parce que le niveau de tension qui existe aujourd'hui entre les différentes sensibilités est quelque chose d'inimaginable. Mais pas que au sein de LR. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens, moi j'ai bien réalisé ça, les LR ne parlent pas aux horizons, qui ne parlent pas aux macronistes, lesquels ne parlent pas aux LR. Vous avez bien vu le drame qu'a vécu Michel Barnier pour essayer de les mettre d'accord. Ils ne veulent même pas faire un intergroupe. Donc ne leur demandez pas d'organiser une primaire entre eux. Moi, je vous parle pas d'une primaire avec Horizon et les macronistes. Je parle d'une primaire ouverte entre tous ceux qui sont en ce moment sur la ligne de départ, Lisnard, Wauquiez, Retailleau, etc. Oui, mais enfin, vous ne pouvez pas faire juste un truc si vous ne parlez pas, aussi. Bien sûr, mais on en a plein. Mais c'est pas raisonnable. Et vous n'avez pas répondu à ma question parce que Charles, le 9e, non, ça vous tente pas. Non, mais écoutez. Non, mais ça, on enregistrera cette séquence-là. Donc je vais vous dire, vous vous adressez à quelqu'un qui s'est préparé à l'être depuis qu'il a 7 ans et demi. Donc je suis assez à l'aise pour vous le dire. Voilà. Donc les circonstances de la vie ont fait que ça n'était pas possible. Très bien. Vous savez, il y a d'autres choses à faire dans la vie. Et donc ça, si je peux aider, au moins utiliser mon expérience. Je ne suis pas journaliste politique, mais cette phrase, si je peux aider, en général, ça finit toujours par une candidature. Mais enfin, écoutez, honnêtement. Je vous dis vraiment sans aucun second degré. Mais vous avez raison, pas avec moi, parce que moi j'ai horreur de ça. Je tourne pas autour du pot. Donc le jour, si je dois décider, je vous assure, je vous pose la question. Ce sera un sujet, un verbe, un complément. C'est parfait. Les gars qui passent leur temps à dire un truc et l'inverse, ça me gagne. Donc ça sera pas ça. Si c'est pas vous, là, on est hors antenne, on est entre nous. Si c'est pas vous, vous verriez qui d'autre? D'abord, on n'est pas hors antenne. On a envoyé la pub là il y a une minute. Premièrement, on n'est pas hors antenne. Deuxièmement, c'est pas dans ce sens-là. Est-ce qu'il y en a un que vous trouvez un peu plus au niveau que les autres? Ce qui m'intéresse aujourd'hui, effectivement... Est-ce que vous avez un poulin? Il veut un nul qui gagne. C'est simple. Non. Pourquoi un nul qui gagne? Est-ce qu'il y en a un? Non, mais moi... Ça n'est pas ma question. Ma question, est-ce qu'il y en a un que vous trouvez bon, justement? Pour moi, aujourd'hui, les deux qui sortent du lot dans l'opinion publique, c'est d'un côté Édouard Philippe, de l'autre Bruno Retailleau. Bon, je vais faire semblant d'en voir d'autres, mais aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Donc, ça veut dire que, de toute façon, il va falloir qu'on triangule tout ça, et que, comme ils incarnent chacun deux sensibilités distinctes de la droite, on crée une complémentarité, et qu'on voit entre ces deux-là comment les dynamiques se créent. Enfin, penser qu'on va encore refaire un truc avec 6 ou 7 autres candidats, très sympathiques par ailleurs, plein de qualités, mais qui vont dire mais pourquoi pas moi, je vais me tester, je vais voir ce que ça donne, ça fait que des guerres sanglantes, et à la fin, les types finissent de se déchirer entre eux. On l'a suffisamment vécu quand même. Et c'est celui qui vous parle, l'a vécu en direct en d'autres temps. Ces deux noms, Bruno. Pardon, vous n'accordez aucune chance à François Bayrou d'avancer quelques textes? Parce que là, s'il franchit le budget, et si vous n'accordez aucune chance d'ici la fin de l'année. Mais comment voulez-vous que ça marche? Je sais pas. C'est pas possible. Mais d'ailleurs, lui-même, il est totalement, de ce point de vue, à sa place. C'est-à-dire qu'il a laissé tout le monde faire. Donc ceux qui sont de gauche, ils disent des trucs de gauche, ils sont pas corrigés. Ceux qui disent des trucs de droite, c'est la même chose. Il y a un capharnaüm total. Celui qui est capable de me donner la ligne politique de François Bayrou, je suis preneur. Hein, parce que il a pris un énorme risque autobiographique. Il a dit un truc sur l'immigration, scandale mondial. Sentiment de submersion. Le sentiment de submersion, mais avec tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, et même ça a été, oh là là, comment a-t-il pu dire ça? Les socialistes voulaient plus rien faire. On est chez les fous, en fait. La submersion. Vous avez vu d'ailleurs que la motion de censure du Parti socialiste, mais c'est à deux doigts. Elle est déposée, elle va être déposée sur le sentiment de submersion. Mais j'aimerais que Jean-François Copé ait raison. Je crains malheureusement que ce soit plus compliqué que ça. Parce que moi, je reste sur cette idée de tripartition du paysage politique
Et s'il y a effectivement une primaire, par exemple, au sein de LR, un peu élargie, et qu'il y a un homme ou une femme qui se dégage, vous en aurez une primaire aussi au sein des sociodémocrates, et vous aurez une femme et un homme qui se dégagent. Donc vous aurez au bloc central deux candidats. Bah, c'est Et déjà Au moins. Non, mais sauf que les deux candidats qu'on a déjà eus avant, on les a pas eus quand le Rassemblement national était à ce niveau-là, et l'extrême gauche à ce niveau-là. Et je pense que ce jeu-là, de la tripartition, aujourd'hui, avec une bagarre centrale, eh ben ce jeu-là fait de toute manière la courte échelle à Madame Le Pen. Excusez-moi, mais moi, je vois très bien ce que vous dites, mais j'ai une objection majeure. Le bloc central, c'est une fiction. Ça n'existe pas. En réalité, on n'a rien à dire aux socialistes. Il se trouve que pour diverses raisons, dans l'immédiat, vu le désordre ambiant, vous avez dans le même gouvernement un Bruno Retailleau et un Éric Lombard. Ben, très rapidement, tout ça ne vivra pas. Ça n'a aucun sens. Nous n'allons pas. On est obligé d'avaler notre chapeau. Mais ces hausses d'impôts sont toutes plus grotesques les unes que les autres. Ce budget n'est ni fait ni à faire. J'entendais la ministre du budget ce matin dire: nous n'avons jamais depuis 20 ans autant baissé les dépenses publiques. Ce qu'il faut. Les bras m'en sont tombés. 0 centime de dépenses en moins. Mais aucune dépense en moins. Ils ont reculé surtout. On est dans l'hypocrisie la plus totale. Donc là, on supporte ce qu'on doit supporter, mais il n'y a pas de bloc central. Très rapidement, on va aller à l'essentiel, c'est-à-dire même pas de savoir si c'est de droite ou de gauche. On va bien entendre le message des Français qui, je le répète, demandent de l'ordre et du progrès. L'ordre, c'est le boulot de l'État. Le progrès, c'est les Français. Et donc, si ça, on n'est pas capable de l'incarner avec un parti de droite, encore une fois, de gouvernement par opposition à un Rassemblement national qui est un parti qui en réalité est dans la démago tout le temps. Leur position sur les tarifs d'électricité est une honte. Ça fonctionne, Jean-François Copé. Quand on est dans l'opposition, les promesses, tout le monde l'a fait. Écoutez, le Rassemblement national, comme d'ailleurs LFI, c'est ce qu'on appelle des marques. C'est très connu en politique. C'est-à-dire que quand le RN affiche une marque d'autorité, tout le reste, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Ça n'a pas d'importance quand il y a une attente d'autorité. Or, vous voyez bien qu'ils pratiquent le double langage. Ils s'embêtent plus, prennent même plus de risques. Ils vous expliquent qu'ils aiment les enfants, qu'ils aiment les animaux, ils sont même pour Israël. Enfin, vraiment, tout ça est sympathique comme tout. Mais la réalité, c'est le double langage de l'extrême droite comme de l'extrême gauche. Et nous, dans cette affaire-là, on ne peut pas être en double langage. Pourquoi ? Parce que les gens sont beaucoup plus exigeants avec les partis de gouvernement et beaucoup plus indulgents avec les partis extrémistes. Ce que vous dites, c'est qu'en ce moment, ce qui se passe dans le bloc central, dans le gouvernement, c'est du double langage. Mais c'est pas du double langage, c'est essayer de tenir comme on peut dans une période où il faut qu'on ait un budget. Et Dieu sait si ce budget est mal fichu, mais si on n'a pas de budget, l'État ne peut pas tourner. Les collectivités locales, c'est la 4e fois qu'on refait notre budget, nous, à Meaux, parce qu'on ne sait toujours pas de combien sera le pillage de l'État. Parce que comme l'État a décidé de se payer sur les collectivités locales qui gèrent beaucoup mieux qu'on ne le croit, eh ben nous, on va être obligé de payer une partie de ce qu'on a économisé. Sa dotation. Oui. Vous dites qu'il est obligé de se payer. Il réduit la dotation. Plus la TVA, plus. Ouais. Bah oui, mais il faut faire des efforts. Non, mais Charles, oui, ils ont supprimé la taxe d'habitation. D'accord, mais Jean-François Copé, vous ne pouvez pas à la fois dire que maintenant la droite doit reprendre des couleurs, etc. Et tout à coup, refuser en tant qu'élu local de diminuer vos dépenses. Et moi, je les diminue, les nôtres. Bon, ça me rappelle quand Michel Barnier a voulu réduire la dotation au département, il y a eu une espèce de fronde de tous les élus, et même David Lisnard, qui est censé être ultra-libéral, tout à coup s'est élevé contre les économies demandées par Barnier. Pour que tout le monde fasse un effort. C'est assez mince, la diminution des dotations de l'État. Écoutez-moi, parce que là, on ne parle pas de la même chose. Chacun est responsable de son propre budget, d'accord ? L'État est responsable du budget de l'État, les gouvernements, et les maires, les présidents de département sont responsables du leur. Bon, or, nous, je suis désolé, on est un certain nombre de maires à gérer correctement nos collectivités. Bon, et à se prendre régulièrement des prélèvements qui n'étaient absolument pas prévus dans nos budgets, alors que dans le même temps, l'État nous fixe des compétences obligatoires nouvelles, des primes nouvelles à verser aux fonctionnaires. Lorsque monsieur Guérini, la ministre de la fonction publique, il y a 4 gouvernements, a expliqué, on va augmenter de 1 point ou 1,2 la rémunération de la fonction publique, ça a immédiatement eu un impact sur nos villes. Direct, parce qu'on a la fonction publique territoriale. Et tout le monde s'en est fiché à Paris. C'est ça qui ne va pas. Mais pourquoi ça ne se décline pas au niveau national ? Ce que vous faites, par exemple, à la mairie de Meaux. J'imagine qu'il y a des gens qui veulent de la sécurité à Meaux, mais aussi des aides sociales. Pourquoi ça ? C'est une forme de en même temps, de droite et de gauche. Mais pourquoi ça ne se décline pas au niveau national ? Mais c'est pas que c'est du en même temps, c'est que c'est de la bonne gouvernance. C'est-à-dire qu'on doit être capable... Enfin, depuis quand la droite ne s'occuperait que de sécurité et la gauche que de social ? C'est pas ce que mais en réalité... Quand on est maire, on est à la tête d'une sorte
petit État d'une certaine manière, et on a des politiques de sécurité, des politiques sociales, on les équilibre et on essaie de ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Et comme on n'a pas le droit de voter les budgets en déficit, ça change tout. Parce qu'on n'a pas le droit. Voilà. Or, l'État, il s'en fiche complètement. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait changer, par exemple? Non. Ça serait impossible, mais... Pourquoi pas? Mais qu'au moins l'État fasse de vraies baisses de dépenses. Il y a eu un moment, un petit effort sur ce qu'on appelle le jour de carence. Ça a duré 3 semaines. Et on a osé dire que ce n'était pas complètement normal, que quand on est salarié du privé, on a un jour, et après, quand on est malade, et puis derrière, on paye, alors que c'est 3 jours pour la fonction publique. Et tout d'un coup, tout le monde a reculé là-dessus. Mais qui peut comprendre ça? Jean-François Copé, revenons au calendrier. Que demandez-vous, là, maintenant, ce soir, à Laurent Wauquiez? Déjà qu'ils nous réunissent. Déjà qu'ils nous réunissent parce qu'il est censé préparer un rapport sur la modernisation de LR. Ça fait 3 mois et nous n'avons aucune nouvelle. Donc on organise maintenant des vraies réunions dans lesquelles on se parle les uns et les autres et très rapidement on va aller s'en aller. Moi, mon message, il est très simple. Il faut se préparer. Ça peut arriver à tout moment. Voilà. Donc vous êtes aussi pour que votre parti, les Républicains, désigne ou élise, je ne sais pas, quelqu'un qui pourrait éventuellement, enfin pas certainement même, le représenter à une élection présidentielle anticipée. Et donc, autant que possible, quelqu'un dont on voit que son rapport à l'opinion est suffisamment positif pour que ça donne envie. Je me mets dans le schéma où, effectivement, comme le disait très bien Bruno Jeudi, si Emmanuel Macron décide de démissionner sous des pressions diverses, ou qu'il ait une sorte de révélation... Dépression, 2 mots, pardon. Sous dépression en un mot, j'étais... Oui, le mot peut être... dans les deux sens. Poser la question. Et qu'on a très peu de temps. Donc là, il est urgent de désigner le candidat que vous allez lancer, parce qu'il va falloir qu'il soit opérationnel tout de suite. Donc c'est à partir de quelle procédure? Moi, je regarde concrètement comment on peut faire. Il y a une élection. De toute façon, il faut élire le président du parti, là. Oui, mais plus. Depuis des mois, le président du parti n'est pas forcément le meilleur candidat. Non, vous avez tout à fait Vous avez perdu Éric Ciotti. On est tout à fait d'accord. Mais à partir du moment où on crée une dynamique, autant que ce soit une dynamique dans laquelle il y a une cohérence entre la popularité vis-à-vis des Français et la tête du parti. Vous faites campagne pour qui, alors? Pour l'instant, j'en sais rien, puisqu'on n'a même pas de candidat. Donc on va voir qui est candidat. Mais moi, je plaide pour que ce soit des gens qui ont un rapport avec les Français, qui soit un rapport positif dans l'opinion publique. Il n'y en a aucun pour l'instant. On verra bien. Il n'y en a pas aucun, vous ne pouvez pas dire ça. Je voudrais qu'on vienne à la politique un peu plus réelle. Aucun à LR. Parce qu'Emmanuel Macron, a priori, selon nos informations, Bruno Retailleau bien sûr. Ne démissionnera pas. En tout cas, pas ce soir ou pas demain. Pas ce soir ou pas demain. Charles, si vous avez une info, vous me le dites. Voici ce que dit Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national. Il analysait, il s'exprimait, il critiquait la position du Parti socialiste sur cette question du budget et de la censure. J'ai toujours dit, plus les municipales se rapprochent, plus les socialistes trahiront. Là, ils ont trahi, là? Bien sûr qu'ils ont trahi leur programme, évidemment. Et donc ça veut dire que vous, si vous censurez pas, vous trahirez? Mais ça n'a rien à voir. Eux, ils étaient dans une alliance électorale au sein du NFP avec les Insoumis. Bon, les Insoumis tiennent la ligne du programme commun du NFP. Les socialistes le trahissent. Ça n'a rien à voir avec le Rassemblement national. Donc, pas du tout cette espèce de kyrielle de partis politiques qui promettaient monts et merveilles. Qui perd le plus, Jean-François Copé, selon vous? Le Rassemblement national s'il ne censure pas, le Parti socialiste s'il ne censure pas? Qu'est-ce que ça change? La vérité, c'est que le Rassemblement national ne pouvait pas censurer une nouvelle fois. C'était un risque politique trop grand parce que c'était lui, à ce moment-là, il ne pourrait pas jouer le coup 2 fois, qui apparaîtrait vraiment comme celui qui met le pays par terre. Parce qu'on a des agriculteurs qui attendent de l'aide, on a des entrepreneurs qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés sur le plan fiscal, ni d'ailleurs les Français. Il faut que ça tourne. Donc là, il n'était pas possible de le faire. Mais il ne faut pas s'y tromper. La première occasion pour Marine Le Pen sera la bonne. Elle a un intérêt à ce que ça se fasse assez vite. Et donc nous, il faut qu'on se prépare dès maintenant. On ne va pas se regarder mitraillés par des adversaires qui, lorsqu'ils prennent le pouvoir, ont du mal à le rendre après, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et quant à monsieur... Et quand l'extrême gauche aussi. Après, il y a quand même des événements qui méritent d'être soulignés. Ce qui s'est passé hier à Villeneuve-Saint-Georges est très intéressant. Moi, je connais très bien cette ville. Louis Boyard, arrivé en tête au premier tour du municipal partiel, de peu, mais avec un score un peu plus important qu'aux dernières élections, finalement est battu par la candidate républicaine. Alors même qu'il y avait l'autre qui s'était maintenu. Non, mais c'est très intéressant, parce que ça prouve quand même que les Français, et je connais bien Villeneuve-Saint-Georges, c'est une ville dont la population est très modeste, et je pense qu'ils ont pris conscience du risque considérable d'avoir à la tête de la mairie... Avec une augmentation des votants entre le premier et le deuxième tour. Bien sûr, très intéressant. Et donc, de prendre le risque d'avoir à la tête de la mairie un discours et une action
communautariste mais au Louis Boyard pire fait sens du terme. 10% de plus Faut que dire au qu'ils avaient précédent pas choisi municipal. un candidat quand même. Elle est Parce que c'est pas en nombre de voix. Ouais, mais... Bah non, pas en nombre de voix. Ce qui compte, c'est le nombre de voix là pour le. Ouais. Non, non. Mais par contre, 38% de participation sur une C'est partielle, en hausse. ça, C'est beaucoup. et hein, c'est considérable. En Et donc, banlieue. et pour moi, mais bien sûr. Mais c'est quoi votre et conclusion? banlieue Ça veut dire quoi? avec des quartiers sensibles et donc beaucoup de gens qui se sont dit on ne peut pas accepter quelque chose qui mettrait à bas la République. C'est-à-dire que c'est une forme de laboratoire, c'est là-dessus qu'il faut que Mais ça la veut dire droite... que c'est une jurisprudence. Et je pense qu'en réalité, c'est un vrai signal pour la droite de gouvernement. C'est peut-être le début de quelque chose, à condition naturellement qu'on se rassemble et qu'on se rassemble sur un programme qui est clair. Est-ce que vous y voyez dans ces résultats, en tous les cas, tant à Villeneuve-Saint-Georges que ce qu'on a vu dans les autres partiels où les candidats LR ont fait des bons scores? Alors, dans l'Isère, c'est pas un LR qui a gagné, mais enfin, il a fait un bon score. Est-ce que vous y voyez le fait, Bruno Retailleau théorise le fait que la participation de la droite au gouvernement revigore la droite? Bien sûr, écoute, moi je défends cette thèse depuis très longtemps. Je suis ravi que Bruno Retailleau, d'ailleurs, m'ait rejoint là-dessus. C'est moins de toute façon, c'est simple. Moi, quand j'ai évoqué ce sujet au lendemain de la présidentielle de 2022, en disant, écoutez, c'est la magie de la politique, on a fait 4% au présidentiel, on peut se retrouver au pouvoir parce qu'ils ont besoin d'avoir une coalition, tous autour de la table, mes amis toujours, ils avaient tous piscine. Ah non, on peut pas, ça va être très difficile, on n'a pas confiance. Quelle confiance? Pas question d'avoir confiance, il est question d'établir un rapport de force. Bon, personne n'a voulu le faire, Total arrive 2024, et là, tout d'un coup, tout le monde voulait le faire. Sauf qu'avec des conditions très dégradées. Mais c'est évidemment mieux, pour une raison simple, que Bruno Jeudi connaît par cœur. Un parti de gouvernement, c'est fait pour gouverner. Et quand ça gouverne pas, les Français, ils zappent. Ils disent, écoutez, ça sert plus à rien, ce truc. Donc, en réalité, nous, notre vocation, elle est de gouverner. Et quand on ne gouverne pas, c'est de montrer aux Français qu'on se prépare à gouverner. Alors, allons un peu plus loin. Est-ce que Bruno Retailleau ferait un bon candidat à la présidentielle? Écoutez, c'est trop tôt pour le dire, d'abord, parce qu'on ne sait même pas s'il est candidat. Et que la première aujourd'hui, c'est celui qui apparaît. Aujourd'hui, c'est celui LR, qui a, dans l'opinion, de mon point de vue, et c'est intéressant à regarder, il a deux caractéristiques. La première, c'est qu'il incarne une droite qui est équilibrée entre un message d'autorité et un message sur le plan économique à la fois libéral et social. On n'en a pas tant que ça. Et deuxièmement, qu'il incarne aujourd'hui le meilleur rempart face au Rassemblement national, qui d'ailleurs n'est pas né de la dernière pluie et commence à le dégommer toutes les minutes. Bon, donc il est évident qu'on a là quelque chose qui peut se construire, qui nécessitera un lien avec Édouard Philippe et avec ses amis, parce que nous devons reconstituer ce qui a été autrefois l'UMP, on peut appeler ça autrement, ça n'a aucune importance, mais un grand parti de droite qui n'a rien à voir avec le PS, Éric Lombard et tous ses amis, ils font leur truc dans leur coin. Leur objectif, c'est de dessouder le PS de LFI, tant mieux, c'est leur vie. Le PS s'est déshonoré à mes yeux pour très longtemps parce qu'ils ont renoncé à la laïcité qui était l'ADN même de l'histoire du Parti socialiste. C'est leur histoire, mais nous, on a toujours tenu bon face à l'extrême droite. Les moralités, vous aurez deux candidats, un social-démocrate et l'autre droite républicaine, au centre, quand même. C'est pour néanmoins. Ça. Non, mais UDF, bien sûr, RP. mais bien sûr. Mais attendez, si celui que vous appelez social-démocrate, c'est Édouard Philippe, c'est pas ce que je dis. Je pense qu'en réalité, il faut que les deux, le moment venu, si c'est comme ça que ça évolue, on est dans un scénario, il est indispensable qu'ils s'entendent. Ah oui. Attention, il n'y a pas de part de marché pour tout le monde. Avant le premier tour. Mais attendez, il n'y a pas de part de marché pour tout le monde. C'est ce que disait Barnier aussi. À plus d'un candidat et demi, on n'est pas au deuxième tour. À 40%. À plus d'un candidat et demi, on n'est pas au deuxième tour. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Si Valérie Pécresse, et Dieu sait si vraiment je l'ai soutenue, mais si elle avait fait 12, 13, 14%, Macron n'était pas au deuxième tour. Bien sûr. On avait une finale Mélenchon-Le Pen. Oui. Bon, évidemment. Donc, et les gens ont voté utile du coup. Donc là, il faut absolument que dès avant le premier tour, celui des deux qui est le mieux placé puisse évidemment créer autour de lui ce rassemblement. En 2017, Macron, Mélenchon, Le Pen et Fillon font quasiment le même score, les quatre. Bien sûr. Bah oui. Donc ils peuvent être 4 et quand même qu'il y ait un second tour correct. Ils peuvent être 4, oui. mais tout dit. il faut qu'ils soient 4, hein. mais il faut être dans les deux premiers. Et deuxièmement, les 4, c'est quoi? C'est effectivement extrême droite, extrême gauche, gauche, droite. Si vous avez 3 ou 4 types de droite, c'est mort. Il n'y a personne à gauche, c'est ça que je veux dire. C'était quand même possible d'avoir un social-démocrate. Surtout qu'on n'empêchera pas les candidatures. Non mais attendez, moi je vous aime tous, mais je suis pas là pour m'occuper aussi de faire du coaching au PS. Donc je ne vais pas m'occuper qu'ils se débrouillent. Eux, ils payent jusqu'au bout leur alliance scélérate avec l'extrême gauche qui les déshonore. Voilà, je le dis, mais vraiment, mais alors très clairement, je trouve que ce qu'ils ont fait est indigne de l'histoire des grands socialistes. Et Jean-François Copé, votre droite va plutôt vers Bruno Retailleau que vers Édouard Philippe.
Alors là aussi, pareil, je vais vous dire ce que je pense. Moi, à titre personnel, j'ai inventé le concept de droite décomplexée. C'est pas par hasard. Mais pour autant, je vous dis, il faut être très lucide. Celui des deux qui est le mieux placé, si on est dans cette configuration. Encore une fois, on est allé dans la fiction. Donc, si on est, il faut que celui des deux qui est le mieux placé l'emporte et qu'on se mette derrière lui. Parce que sinon, c'est Marine Le Pen. Voilà, c'est pas très compliqué en fait. C'est de l'arithmétique. Je vous écoute avec attention. Est-ce que je vous pose une question directe parce que j'ai du mal à envisager la réponse. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, ce qui était l'UMP, ce qui est aujourd'hui les Républicains, a une chance de retourner aux affaires et de reprendre l'Élysée? Je vais vous répondre très clairement. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ça, vous avez bien raison. Ça veut dire que la meilleure manière d'être sûr qu'on ne reprenne pas le pouvoir, c'est de rien faire et de cesser le combat, le cœur serré. Vous voyez, c'est pas du tout mon état d'esprit. Je vous le dis d'autant plus que j'avais plutôt moi décidé vraiment de m'occuper de ma mairie et de ma vie de professionnel d'avocat. Mais là, depuis cette dissolution irresponsable et les conséquences que nous payons tous les jours lorsque l'on ouvre un journal et qu'on voit les dangers mais absolus de ce qui se passe dans le monde, de Trump qui est en train d'organiser une guerre tarifaire pour nous ruiner, notre ami américain, quand on sait ce qu'est le monde occidental menacé. L'ami américain, il pense toujours à lui en premier, ça a toujours été ça. Quand on est aux États-Unis. Après, j'entends évidemment, vous avez raison. Là, on n'est plus là-dedans. Et donc, ça veut dire que nous, il faut qu'on s'organise. Par exemple, il faut qu'on fasse une alliance tarifaire avec le Canada et avec le Mercosur, par exemple. Parce que quand on est tous menacés, il faut qu'on montre qu'on est capable de ne pas se laisser faire. Mais qui va parler pour l'Europe aujourd'hui? On a un président de la République française hyper affaibli, le chancelier allemand, je ne vous fais pas un dessin, l'espagnol, tout le monde se pâme devant les résultats économiques de l'Espagne. Enfin, je rappelle qu'eux n'ont absolument aucune majorité, ne prennent aucune décision importante. Ils n'ont pas de budget d'ailleurs. Ils n'ont pas de budget, c'est quand même fou. Donc il n'y a pas de chef en Europe. Donc évidemment, tous ceux qui ont envie de nous faire du mal se marrent, à commencer par Poutine, à commencer par toutes celles et ceux qui veulent déstabiliser notre continent. Donc il faut qu'on se batte quand même. Je vous remercie pour la transition parce que dans un instant on va parler consommation, discount et made in China. Est-ce que selon vous il faut des lois pour limiter la progression des marques Chine, Temu, des choses comme ça? Est-ce qu'il faut faire ce que fait Donald Trump en augmentant les droits de douane, les taxes? Est-ce que c'est une politique offensive pour se prémunir de ce type de produit selon vous? Là en l'occurrence c'est pas simplement une question de droits de douane en ce qui concerne Chine, c'est une question de normes. Donc c'est ça qu'il faut quand même que chacun regarde. Voilà. Donc vous allez en parler, je ne vais pas vous faire le débat d'après. Enfin si vous voulez. Si vous pouvez rester, ça me fait plaisir. Je suis content de passer un moment avec vous, pour ne pas passer non plus toute la nuit. Il ne faut pas que le moment soit trop long. Voilà, c'est ça. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que sur tous ces sujets, il faut arrêter de se laisser faire. Bah oui, bien sûr. Mais il faut aller au bras de fer et faire du Trump face à Trump, c'est ce que vous imaginez? Est-ce que c'est crédible? La grandeur de la négociation et du rapport de force, c'est de montrer qu'on est capable. Voilà. L'intelligence artificielle, nous accueillons la semaine prochaine un très important sommet sur l'intelligence artificielle, pour avoir travaillé sur ces sujets, notamment avec Laurent Alexandre. Un excellent livre. Voilà. Inutile de vous dire que si on ne se bouge pas, on est fichu. Fichu. Voilà. Donc c'est maintenant que ça se passe. Donc plus vite on aura un chef, mieux ce sera. Merci beaucoup Jean-François Copé, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était formidable. Animé, intéressant, riche. Pas si agréable, parce que vous serez resté. Je vais vous libérer, ainsi que Bruno et Yves. J'ai gardé Roselyne et Charles pour parler. Ils sont punis. Non, ils ne sont pas punis, ils sont récompensés, ils vont rester 1 heure de plus avec moi. Je vous remercie beaucoup.